Bonjour, on se retrouve sur cette vidéo pour parler de contrôle de gestion. Dans le cadre du processus budgétaire, la première étape dans l'entreprise est de déterminer des budgets. Mais après, l'entreprise, elle fait ce qu'elle a à faire et à la fin de l'année, il s'agit de comparer ce qui a été prévu, les budgets, avec ce qui est réalisé. On trouve généralement des différences, pas toujours dans le bon sens, mais on trouve des différences. Ces différences s'appellent des écarts. C'est ce que je vous propose d'analyser, de décomposer dans cette vidéo. Vous allez voir, en fait, c'est très simple. On en fait des fois toute une histoire. Mais suite à cette vidéo, vous serez capable de réussir vos exercices les doigts dans le nez. Pour présenter et pour organiser cette vidéo, je vous propose qu'on revoie un petit peu l'analyse de la performance d'un centre de coût. Et puis après, on verra successivement le calcul de l'écart sur coût, un premier niveau de décomposition, je ne vous en dis pas plus, un deuxième niveau de décomposition. Et en fait, tout cela sera accompagné d'une application chiffrée pour que vous vous rendiez compte en comment c'est simple de calculer et de décomposer des écarts sur coût direct. Vous êtes sur la chaîne Carole Grillet, je suis enseignante depuis maintenant plus de 20 ans et je vous partage mes vidéos de cours chaque semaine en gestion comptable et financière. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et je vous souhaite bon apprentissage. Le temps d'un petit jingle, je vous laisse vous installer et je vous explique tout ça. Commençons donc par analyser ou expliquer comment est-ce qu'on analyse la performance d'un centre de coût. Alors en fait, un centre de coût, je vous rappelle, c'est un centre de responsabilité. Ce centre de responsabilité, il a un couple objectif-moyen. Son objectif est de respecter un cahier des charges tout en minimisant le coût de production de son activité. Et donc, il a les moyens maintenant pour agir sur son activité productive. Généralement, comme je viens de le dire, le centre de coût est un centre de coût de production. Donc son objectif est de minimiser un coût de production. Donc en fait, lorsqu'on parle de mesure de la performance d'un centre de coût, eh bien en fait, il s'agit de mesurer, de calculer le coût réel de ce centre d'activité, de ce centre de responsabilité, et de le comparer au coût qui avait été budgété. Excusez-moi pour ce petit lapsus. On va voir donc comment est-ce qu'on compare le coût budgété du coût réel. Et donc c'est cette comparaison entre les deux coûts qui vont nous permettre de mesurer la performance de ce centre de responsabilité. Donc première étape, vous allez voir, on a besoin de décomposer. En fait, première étape, on va calculer ce qu'on appelle l'écart sur coût. On appelle aussi l'écart total sur coût. On va comparer des données réelles avec des données budgétées. On va comparer un coût réel moins un coût budgété. Alors je vais commencer par une petite parenthèse. Il faut savoir que ce qu'on va voir ici en contrôle de gestion n'est pas réglementé, contrairement à ce qu'on voit en comptabilité financière ou en comptabilité approfondie. On n'a pas d'organismes internationaux ou d'organismes étatiques qui réglementent le contrôle de gestion. Le contrôle de gestion a pour caractéristique d'être totalement adapté à chaque entreprise et c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment le réglementer. Ceci étant dit, en 1982, dans le plan comptable général de 1982, a été introduit une partie, qui a été supprimée qu'en 1999, une partie qui s'appelait comptabilité analytique d'exploitation. Alors ça n'avait pas de pouvoir obligatoire, de pouvoir normalisateur, c'était un objectif pédagogique. Mais il faut savoir que l'analyse à l'époque s'est répandue et a permis de former bon nombre de contrôleurs de gestion aujourd'hui. Donc, dans des grandes entreprises où le contrôle de gestion est très poussé, on a développé de nouvelles techniques. Mais il faut savoir que l'analyse présentée dans le PCG 1982, grosso modo, c'est celle que je vous présente dans cette vidéo. Et donc, dans cette analyse de 82, on part comme convention de faire coût réel moins coût budgété. Évidemment, on peut faire dans l'autre sens. Mais en fait, vous allez voir que si on suit bien cette logique coût réel moins coût budgété, on va avoir en fait une logique implacable qui va permettre de découler et d'analyser assez facilement les écarts. On l'aura dans l'autre sens aussi, hein, mais l'idée c'est vraiment de garder tout le temps la même convention. C'est-à-dire que c'est pas une fois je fais réel moins budgété, une fois je fais budgété moins réel. Toujours dans le même sens. Moi j'ai pris l'habitude, je l'ai appris comme ça, de faire réel moins budgété. Deuxième élément important à bien comprendre, c'est qu'un coût n'est pas un ensemble homogène.
pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, dans un coût, on peut avoir de la partie fixe, la partie variable, ça c'est une chose, mais on peut avoir de la partie directe et la partie indirecte, et puis on peut avoir quelque chose qui concerne les achats, la main-d'œuvre, l'atelier de production 1, l'atelier de production 2, donc on a différents éléments, et donc certes, quand on parle de coût réel moins coût budgété, c'est la base, mais on va voir qu'on va être obligé de faire ça pour chaque élément du coût. Donc comme on a dit précédemment, on va nous s'attacher uniquement au coût de production et on va partir sur un petit rappel et pour simplifier un petit peu les choses, on va partir du fait que le coût de production se décompose généralement, après il faut s'adapter à chaque cas d'entreprise, mais si je simplifie, je modélise, ce coût de production c'est le coût d'achat des matières premières plus le coût de la main d'œuvre directe, hein, donc j'additionne les différents coûts, plus le coût indirect des ateliers de production. Donc ça fait des grandes masses, mais ça me permet un petit peu comme ça d'avoir le schéma en tête. Ces différents coûts, en fait, ce qui va être intéressant aussi, c'est d'identifier les facteurs explicatifs de leur évolution. Et si on regarde ce coût, ces coûts peuvent s'expliquer par 3 éléments. Donc le coût total, le coût quel qu'il soit, hein, qu'on parle de matières premières, de main-d'œuvre ou d'atelier, en fait, ça va être 3 facteurs. Premièrement, c'est le coût d'une unité de facteur. Alors, je vais partir d'un exemple où je vais déterminer le coût de 100 baguettes que je fabrique. Du coup, le coût d'une unité de facteur, si je veux calculer le coût d'achat de la farine pour ces 100 baguettes, ça va être ici le coût d'un kilo de farine. Donc ici, c'est 0,80 € par kilo. Donc c'est le coût d'une unité de facteur, l'unité de mesure de la farine étant le kilo. Je vais multiplier ce coût d'une unité de facteur par le nombre d'unités de facteur par produit, c'est-à-dire combien est-ce qu'il me faut de farine par produit, par baguette. Donc ici, il me faut 200 grammes par baguette. Et enfin, pour savoir combien j'ai acheté de farine, il faut savoir sur combien de baguettes est-ce que je travaille. Il faut connaître le nombre de produits. Ici, on va raisonner sur 100 baguettes. Donc ici, le coût d'achat de la farine, donc le coût total des matières premières, en considérant que la matière première, c'est la farine, c'est 0,8 fois 200 fois 100. Donc à retenir en termes de modélisation, parce qu'on va essayer de modéliser un petit peu le calcul des écarts pour bien s'en souvenir et bien le réappliquer après. Le coût total, c'est donc C fois Q fois N. C, c'est le coût d'une unité de facteur. Q, c'est le nombre de facteurs par produit. Et grand N, c'est le nombre de produits. Voilà, donc ça à retenir. Le coût total, c'est CQN. Et vous allez voir cet ordre-là, il est important de l'avoir en tête parce que ça va permettre de bien identifier après les différents niveaux de décomposition. Alors, on doit donc calculer l'écart total sur coût. On a donc dit que l'écart total sur coût, par convention, on considérait que c'était le coût réel moins le coût budgété. Et donc, si je reprends mes notifications que je viens de vous donner là, les différentes lettres, ça va donc être CRQRNR moins CBQBN. Voilà, c'est comme ça qu'on va travailler avec ces notations-là. Vous ne trouverez peut-être pas forcément les mêmes dans votre cours ou dans d'autres ouvrages. Attention, petit rappel, on va faire ça pour chaque élément composant le coût. Donc on va calculer un écart sur coût des matières premières, coût d'achat des matières premières. On va calculer un écart sur coût de la main-d'œuvre directe, un écart sur coût indirect de chaque atelier de production. Voilà, donc ça c'est important, c'est la base. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est quand même important qu'on arrive à se projeter avec des exemples chiffrés. Donc on va partir, sur une application. Donc on est dans un atelier de production. Il fabrique 2 modèles d'un même produit. On considère qu'on a prévu 250 modèles A et 100 modèles B. On vous dit que chaque modèle nécessite soit 4 heures de machine pour A, soit 5 heures de machine pour B. Les charges, les charges indirectes, on vous dit qu'elles sont estimées à 20 € de coût variable par heure machine et il y aura 8000 € de charges fixes. Et on vous donne les charges directes prévisionnelles par unité de produit. Donc on vous dit par exemple que pour fabriquer un modèle A, il faut 2 heures de main d'œuvre. Pour fabriquer un modèle B, il faut 2,5 heures de main d'œuvre. Et le coût unitaire prévu, attention, c'est le coût d'une heure de main d'œuvre. Donc ici, c'est 35 € l'heure de main d'œuvre. Pareil pour les matières premières, on a besoin de 0,5 kg pour chaque modèle A, on a besoin de 0,75 kg pour chaque modèle
B et le kilo de matière première coûte 40 €. Donc ça, c'est les données qui sont dans le tableau rose là. Tout ça, et c'est ça qui est important aussi, je l'ai dit dans un sujet, que vous appreniez quand vous avez des informations à bien les classer, tout ça, jusque-là, ce sont des données prévisionnelles, ce sont des données budgétées. Donc ça, c'est une chose qu'il faut que vous appreniez à faire, vraiment dès le départ. C'est bien scinder les informations qui sont budgétées, qui sont prévisionnelles, des informations qui sont réelles. Et donc, à partir de ce trait-là, la deuxième partie, cette fois-ci, ce sont des données réelles. Hein, donc ici, on a bien données réelles constatées. Donc, on vous dit deux fois la même chose, alors qu'avant, on était sur des données prévisionnelles. Et on parle de production normale et on vous donne des informations comme quoi c'est un peu théorique. Sur les données réelles, on vous dit quoi? On vous dit qu'on a une production finalement de 270A et 75B. On vous dit que ça a nécessité au total 1470 heures de machine et que ça a coûté 25 890. On vous donne des informations réelles sur les heures de main d'œuvre et sur la matière première. Voilà, donc vous avez des informations budgétées, des informations réelles, vous avez bien tout noté, hein. N'hésitez pas à faire pause, recopier l'énoncé ou faire une capture d'écran comme vous voulez. Il est important que vous ayez toujours ces données avec vous pour pouvoir comprendre la suite de l'exercice que je vais vous expliquer. Dans un premier temps, on doit calculer le coût réel. On a vu que c'était un coût réel pour chaque élément de coût, donc ici on a 3 éléments de coût. La main-d'œuvre directe, la matière première et les charges indirectes. On doit donc calculer le coût réel pour chaque élément de coût. Voilà ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je suis partie de l'énoncé, donc j'ai calculé, certes, le coût réel. Donc ça, c'est la première étape. Super, on a calculé le coût réel. Donc pour les charges indirectes, on vous le donne. Pour la main-d'œuvre directe, vous multipliez le coût de l'heure fois le nombre d'heures ou le coût du kilo de matière première fois le nombre de kilos de matière première. Sauf que j'ai en tête que ça, c'est que le premier niveau d'analyse et que derrière, en fait, il va falloir que j'explique pourquoi il y a des différences. Or, ici, on a identifié 3 éléments qui justifient l'évolution d'un coût, à savoir le coût de l'unité de facteur, le nombre de facteurs par produit et le nombre de produits. Donc, ce qu'on va essayer de faire dès le début, même si ce n'est pas indispensable pour calculer l'écart sur coût, ce qu'on va essayer de faire dès le début, c'est de décomposer ce coût réel en 3 composants. Donc, si on prend ici sur la main-d'œuvre directe, je sais que ça me coûte 25 915 €, que j'ai consommé au total 710 heures pour 36,50. Ces 710 heures, je suis capable de savoir que c'est pour, on m'a dit, 270A et 75B, donc c'est valable pour 345 produits. Et en divisant les 710 heures par 345 €, je vais trouver en moyenne combien il y a d'heures par produit. C'est ce que j'ai fait dans le tableau suivant, voilà, où j'ai déterminé, j'ai les mêmes informations, hein, toujours mon tableau, avec les mêmes coûts réels, c'est juste que j'ai décomposé et préparé en fait la suite de l'analyse. Donc n'hésitez pas à revoir. Si vous avez des questions, parce que ça peut nécessiter quand même un petit temps de réflexion, n'hésitez pas à, dans un premier temps, refaire le calcul. Et deuxièmement, si vraiment vous n'y arrivez pas, l'espace commentaire de la vidéo est fait pour ça, n'hésitez pas à poser des questions. Deuxième étape est donc de calculer le coût budgété. Donc au niveau du coût budgété, si vous regardez les informations qu'on a au niveau des coûts budgétés, en fait c'est ce qu'on a prévu théoriquement, c'est ce qu'on a réfléchi. Donc généralement on réfléchit, il n'y a pas d'encours, il n'y a pas de déchets ou presque pas, et puis surtout on réfléchit à partir d'une gamme opératoire, c'est-à-dire qu'en fait on sait telle étape, c'est tel nombre de produits, ça va durer tant de temps. Donc on a souvent sur les données budgétées des données beaucoup plus détaillées, beaucoup plus précises. Donc c'est souvent plus facile en fait à déterminer. Donc ici, si on regarde les informations qu'on a, donc voilà le tableau que j'ai fait. Donc cette fois-ci, vous voyez, j'ai décomposé les quantités de facteurs par produit modèle A ou module B, puisque j'ai les informations. Donc pour la main-d'œuvre directe, on me dit l'heure, c'est 35 € de l'heure, et on me dit pour A, il faut 2 heures pour 250 produits, et pour B, c'est 2,5 heures pour 100 produits. Donc en fait, pour déterminer ici le coût budgété de la main-d'œuvre directe, j'ai fait le coût d'une heure, donc 35 €, fois le nombre d'heures de A
fois 250 produits. Donc ça, c'est pour A. On va faire comme ça. Donc ça, c'est pour A. Et puis, j'ajoute la même chose pour B. Cette fois-ci, c'est 2,5 heures fois 100 produits. Et ça, c'est B. Et donc, en faisant ce calcul-là, je retrouve donc les 26 250 €. Et on fait la même chose pour les matières premières. Alors, comme j'ai consacré cette vidéo au coût direct, je ne vous expliquerai pas comment je calcule les charges indirectes, même si c'est assez simple, hein, c'est des données budgétées. Vous allez donc déterminer le nombre d'heures machine, vous multipliez par coût variable et vous ajoutez le montant des charges fixes. Vous allez donc retrouver normalement les 38 000 €. Je vous réexpliquerai ça dans la vidéo consacrée à la décomposition des écarts sur coût indirect. Donc j'ai calculé le coût réel, j'ai calculé le coût budgété. Il s'agit donc maintenant de déterminer l'écart total sur coût. On a dit que cet écart total sur coût, c'était le coût réel moins le coût budgété. Donc dans un tableau, ce que je vous propose, c'est juste de reprendre le coût réel qu'on a calculé dans le premier temps, le coût budgété et de faire coût réel moins coût budgété et ça nous obtient l'écart total. Donc ici, finalement, j'avais prévu un coût de 72 250 € au total. Ça m'a coûté 61 930 €. Ça m'a donc permis d'économiser 10 320 €. Ce qui va être important une fois que vous avez calculé chaque écart, c'est tout de suite de faire un premier niveau d'analyse et de se poser la question, est-ce que c'est un écart favorable dans le sens où j'ai économisé ou est-ce que c'est un écart défavorable dans le sens où ça m'a coûté plus cher que prévu. On commence toujours par l'écart total. Donc ici, on vient de dire que c'était un écart favorable. J'ai économisé 10 320 €. Hein, le coût réel est inférieur au coût budgété. Et évidemment, on fait ça pour chaque élément puisque derrière, je vous rappelle que l'idée de mesurer des écarts, c'est de mesurer la performance et surtout, et c'est ça qui est important, c'est de trouver des leviers pour améliorer la situation future. Donc, on se doute bien qu'on ne va pas gérer les matières premières de la même façon que la main-d'œuvre directe. Donc, il est nécessaire de faire l'analyse pour chaque ligne. Et donc là, on se rend compte que pour la main-d'œuvre directe, c'est plutôt favorable. Mais par contre, pour les matières premières, c'est défavorable. Ça m'a coûté 2125 € de plus que ce que j'avais prévu. Et pour les charges indirectes, c'est favorable. Ah, donc ça, c'est le premier niveau d'analyse. Première chose qu'on doit faire dès qu'on fait un calcul d'écart. Est-ce que c'est favorable? Est-ce que c'est défavorable? Ne raisonnez pas en positif et négatif, hein, juste favorable, défavorable. Tout ce qui est favorable, c'est qu'on va gagner plus d'argent. Tout ce qui est défavorable, c'est qu'on va gagner moins d'argent. Donc ça, c'était le premier niveau de décomposition de l'écart sur coût. Mais déjà, vous vous êtes rendu compte qu'en fonction des différents éléments composant le coût, on peut déjà décomposer et voir des différences notables. Maintenant, cet écart-là peut cacher des phénomènes contraires et donc il est nécessaire de décomposer cet écart total sur coût pour pouvoir trouver des leviers permettant d'améliorer la performance du centre. On va revenir sur le point de départ de l'objectif de calculer des écarts. On a dit c'est de mesurer la performance d'un centre. Donc il s'agit par le calcul d'écart d'identifier quelles sont les performances qui sont de la responsabilité du centre et quelles sont les performances qui ne sont pas de sa responsabilité. Or, si on raisonne ici sur un centre de coût, le centre de coût produit uniquement ce qu'on lui demande. Si, conclusion, le nombre de produits fabriqués qu'il a fabriqué lui est différent de ce qui était prévu, et bien en fait ça dépend pas de lui, ça dépend du service commercial. Hein. Ce que l'on produit, c'est ce qu'on a prévu de vendre. Donc il est important lorsqu'on détermine et lorsqu'on décompose l'écart sur coût, d'identifier la différence des coûts qui est due aux différences de quantité produite et de dire ça, c'est pas de la responsabilité du centre de coût, et donc le reste par contre sera de la responsabilité du centre de coût. Pour cela, il y a un élément clé qu'on va déterminer, un coût théorique en fait qu'on va calculer, c'est ce qu'on appelle le coût budgété pour une production réelle. C'est ce que le PCG a aussi appelé coût préétabli, mais ça peut porter à confusion par rapport à la méthode du coût préétabli. Il s'agit en fait de dire, je vais calculer un coût théorique, qui est le coût budgété, si j'avais pris les bonnes quantités. C'est-à-dire que si j'avais bien eu les quantités réelles, combien est-ce que cela aurait dû me coûter? Ça, c'est le coût budgété pour une production réelle. Et avec ce coût-là, on va pouvoir du coup décomposer l'écart total sur coût en ayant une partie qu'on appelle l'écart économique
qui mesure à proprement parler la performance du centre de coût, et une deuxième partie qu'on va appeler écart sur volume d'activité, qui lui mesure juste la différence entre les quantités produites budgétées et les quantités produites réelles, qui elles ne dépendent pas du responsable d'un centre de coût. De l'écart sur coût, on a dit c'est coût réel moins coût budgété. Et donc, on va calculer, on a dit, le coût préétabli pour une production réelle. Donc, en termes de notation, c'est CBQB, N, R. Il y a juste le nombre de produits qui est réel et on va prendre toutes les autres données budgétées. Donc, l'objectif, on a dit, c'est de décomposer l'écart sur coût. Alors, je vous ai tout mis dans ce coût, j'espère que ça va aller. Décomposer l'écart sur coût en deux sous-écarts. Ça va donc être cet écart sur coût dans un premier temps un écart économique. On part du coût réel moins le coût préétabli qu'on vient de déterminer. Donc c'est aussi égal si on prend la lettre à CRQRNR, donc tout est réel, moins CBQBNR. Il n'y a que le nombre de produits qui est réel. Donc ici la différence, dans l'écart économique, elle est là. C'est en fait une différence entre CRQR et CBQB. Donc en fait, on considère que ce qui est de la responsabilité du centre de coût, c'est uniquement cet écart économique. Donc ça, c'est de la responsabilité du centre de coût. Et donc, qu'est-ce qui est de la responsabilité du centre coût? Le fait que les coûts unitaires étaient différents et le fait que les quantités de facteurs, les rendements, ont été différents de ce qui était prévu. Et puis, on va décomposer cet écart sur coût en un deuxième sous-écart qu'on appelle écart sur volume d'activité. Donc, cette fois-ci, c'est coût préétabli moins coût budgété. CBQBNR moins CBQBNB. Donc là, si vous regardez, on a bien une différence uniquement sur le nombre de produits. Et c'est en ce sens que certains considèrent, et je suis d'accord aussi avec eux, que la dénomination de l'écart est malvenue. C'est pas un écart sur volume d'activité, c'est en fait un écart sur volume de production. Et bon, là, je vous présente le vocabulaire du PCG. Et on voit bien que c'est un écart sur volume de quantité produite. J'ai juste le nombre de produits différent entre le nombre de produits qui était prévu et le nombre de produits qui est réellement fabriqué. Donc si vous regardez pour décomposer l'écart sur coût, qui était au départ coût réel moins coût budgété, j'ai intégré un troisième élément qui est le coût préétabli. Donc vous calculez le coût préétabli et vous pouvez décomposer l'écart sur coût en un écart économique et un écart sur volume de production. C'est important quand même de repartir sur l'énoncé, donc je vous laisse reprendre un petit peu les chiffres que vous aviez, et puis on va donc décomposer cet écart sur coût en se basant sur les chiffres de l'application. Donc pour décomposer, on va donc déterminer, on a dit, le coût budgété adapté à la production réelle. On va faire ça et pour la main-d'œuvre directe, et pour les matières premières, et pour les charges indirectes, mais je ne vous expliquerai pas exactement comment on fait pour les charges indirectes, ce sera dans la prochaine vidéo. On va donc reprendre les informations qu'on a, on va mettre tout ça dans un tableau, c'est plus facile pour y voir clair. Voici donc notre tableau. On a dit on prend le coût budgété, les quantités de facteurs budgétés et seulement les nombres de produits réels. Et donc on fait le même principe que tout à l'heure. Le coût budgété, c'est 35 € de l'heure. Pour A, il faut 2 heures fois 270 produits, plus 2,5 heures fois 75 produits B. Et j'obtiens mes nouveaux coûts budgétés adaptés à la production réelle. Donc on a déjà calculé le coût réel, on a déjà calculé le coût budgété. Maintenant, on a le coût budgété adapté à la production réelle. On va donc pouvoir décomposer l'écart total sur coût en un écart économique et un écart sur volume d'activité. Voilà ce que ça nous donne. Donc ici, j'ai repris les chiffres, j'ai juste repris les chiffres. Et donc, on va faire coût réel moins coût budgété. Ça me donne mon écart économique. Et après, on va reprendre le coût adapté à la production réelle moins le coût budgété. Et ça va nous donner l'écart sur volume d'activité. Vous vérifiez que l'écart total, c'est l'écart économique plus l'écart sur volume d'activité. Donc, si on raisonne sur la main-d'œuvre directe, j'ai moins 335 € d'écart total sur coût qui se décompose en plus 452 pour l'écart économique et moins 787,50 pour tomber bien sur les 335 € négatifs d'écart total. On fait ça évidemment pour tout, on calcule le total.
Et donc maintenant, première chose qu'on va faire, on va regarder si on a des écarts favorables ou défavorables. Donc on repart toujours du total. Donc si on regarde l'écart économique total, donc sur main-d'œuvre, matière et charges indirectes, il est ici négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coût réel est inférieur au coût budgété ou au coût budgété adapté à la production réelle. C'est donc un écart favorable. Même raisonnement sur l'écart sur volume d'activité. On a un coût qui est inférieur au coût qui aurait dû être réalisé. Et on fait ça pour chaque élément d'écart déterminé. Et on se rend compte que selon les situations, on a soit des écarts favorables, soit des écarts défavorables. Donc c'est en cela qu'il est important de décomposer l'écart total, puisque finalement, si on regarde l'écart total de main-d'œuvre directe, il est ici favorable. Donc on pourrait dire que pour la main-d'œuvre directe, la situation était plutôt, la performance du centre était plutôt favorable. Sauf que si on regarde, eh bien en fait la partie qui est de la responsabilité du centre de coût, la partie qu'on appelle ici l'écart économique, lui est défavorable. Donc on a économisé de par une différence de quantité produite, ça c'est l'écart sur volume d'activité qui est ici négatif de 787,50. Par contre, de par la performance réelle du centre de coût, donc l'organisation, le pilotage, tout ce que vous voulez, et bien en fait on a un écart défavorable qui est lié à ce fameux pilotage du centre de coût. Ce n'est pas fini parce que cet écart économique, il comprend encore deux éléments. On va donc décomposer encore une fois cet écart économique avec un deuxième niveau de décomposition. Ce deuxième niveau de décomposition, il est là pour expliquer le plus finement possible et pour trouver encore une fois des leviers pour améliorer la performance et le pilotage de ce centre de coût. On a dit l'écart économique, c'est le coût réel moins le coût budgété adapté à la production réelle. En fait, il suffit de lire les lettres si vous les avez en tête. Donc, on part de cet écart économique, coût réel moins coût préétabli, donc je reprends juste ce qu'on a déjà fait. Et donc, cette fois-ci, je vais déterminer le coût budgété de la consommation réelle. En fait, le premier niveau de décomposition, ce deuxième niveau de décomposition, on se rend compte que la différence ici dans l'écart économique, c'est deux facteurs, le coût et la quantité. C'est le coût et la quantité de facteurs, le rendement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre l'ordre. Donc en fait, c'est C, Q, N. Ici, c'est dans l'écart économique, c'est que C et Q. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer. Et on va décomposer en un écart sur coût et un écart sur quantité. Et pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer donc le coût. Donc pour changer le coût, on va donc déterminer l'écart sur coût unitaire. On repart du coût réel. Et on fait maintenant, on soustrait le coût budgété de la consommation réelle. Donc vous allez voir avec les lettres, peut-être mieux comprendre. On part du coût réel. Et la seule chose que je change par rapport à ce coût réel, c'est le coût unitaire. C'est la seule différence. Et donc j'ai suivi, c'est un écart sur coût, donc je fais une différence de coût. Donc c'est le coût réel, moins le coût budgété de la consommation réelle. En fait, si vous regardez, la quantité de facteurs par produit fois le nombre de produits, ça c'est ce qu'on appelle la consommation. C'est ce qu'on appelle, lorsqu'on fait des exercices simples, le fameux grand Q. On fait coût unitaire fois Q. Q, c'est la consommation de matière, la consommation totale de facteurs, et non pas la consommation par produit et le nombre de produits. Ici, c'est la consommation totale. Une fois qu'on a ce premier sous-écart, on va donc en déduire le deuxième sous-écart, qui est toutefois assez logique. On repart donc du coût budgété de la consommation réelle et on soustrait le coût préétabli. Donc l'écart sur quantité, ça fait CBQRNR moins CBQBNB. Et vous vérifiez bien que la seule différence entre les deux formules, c'est bien le coût. C'est donc bien un écart sur quantité. Quand on dit un écart sur quantité, c'est un écart aussi qu'on appelle sur rendement, un écart sur quantité de facteurs par produit. J'avais prévu d'utiliser 200 grammes par farine, j'en ai utilisé 180 ou 210. C'est ça un écart sur quantité. Pour savoir si vous avez compris, bien évidemment, il faut refaire les calculs. On reste sur notre application.
Et puis ça nous permet de faire une petite pause. Si pour l'instant vous suivez toujours et que si ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis vous pouvez bien évidemment partager ces vidéos pour améliorer le référencement. Maintenant, si vous avez des difficultés, si ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas en commentaire de me faire des remarques, que je puisse m'améliorer pour que ce soit encore plus clair. Voilà pour la petite pause. On reprend donc les données de l'énoncé. Vous avez précédemment calculé l'écart économique. On va donc maintenant décomposer cet écart économique en un écart sur coût et un écart sur quantité. Donc pour cela, on a besoin de calculer le coût budgété de la consommation réelle. Donc on va le faire pour les charges directes, on va le faire pour la main-d'œuvre directe et on va le faire pour les matières premières. Donc si vous regardez en fait la consommation réelle, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on va noter grand Q. Donc c'est le nombre d'heures totales réelles qu'on a utilisées ou le nombre de kilos de matières premières qu'on a utilisées. D'où le calcul assez simplifié suivant. Je pars du coût budgété, donc la main-d'œuvre directe, c'était prévu 35 € de l'heure, et on me dit que j'ai utilisé 710 heures réellement. Et les matières premières, on m'a dit que c'était 40 € le kilo, et on me dit que j'ai consommé 250 kg réellement. Donc on en déduit comme ça assez facilement le coût budgété de la consommation réelle. Vous avez donc déterminé l'écart économique, vous avez calculé le coût budgété de la consommation réelle, on va donc pouvoir décomposer l'écart économique en un écart sur coût et un écart sur quantité. Voilà donc le tableau que je vous propose. Donc on a dit, on repart toujours du coût réel. On va faire coût réel moins coût budgété de la conso réelle. Ça me donne un écart sur coût unitaire. Et ensuite on va faire coût budgété moins coût adapté à la production réelle. Et ça va me donner l'écart sur quantité. Et vous vérifiez que l'écart économique, c'est donc bien égal à l'écart sur coût unitaire plus l'écart sur quantité. Voilà pour ces écarts. Je vous rappelle, première chose qu'on fait quand on a calculé les écarts, on fait un premier niveau d'analyse. Voici ce que je vous propose et voici un petit peu ce que l'on voit pour la main-d'œuvre directe. Et l'idée maintenant, c'est de l'analyser. Donc on va passer un petit peu de temps pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc ici, j'ai un écart sur coût unitaire de la main-d'œuvre directe qui est défavorable. Alors pourquoi il est défavorable? Parce que en fait le coût ou ce qu'on appelle aussi le taux horaire a augmenté. Le coût de la main-d'œuvre, le coût par heure de la main-d'œuvre est plus élevé que ce qui était prévu. C'était prévu 35 € de l'heure, ça me coûte 36,50 €. Donc cette augmentation de coût a induit une augmentation des coûts de production de 1065 €. Par contre, sur l'écart sur quantité, il est favorable. Alors ça veut dire quoi l'écart sur quantité? C'est ce qu'on appelle aussi l'écart sur rendement, c'est-à-dire que j'avais prévu, vous vous souvenez, c'était 2,5 heures pour A et 2 heures pour B, et en moyenne en fait j'ai utilisé 2,500 et quelques heures par produit. Donc en fait j'ai eu un rendement, une productivité qui a été meilleure, qui fait que ça m'a permis d'économiser en coût de production 612,50 €. Pour ce qui concerne maintenant les matières premières, même chose, on se pose la question est-ce que c'est favorable et défavorable? Et là malheureusement c'est défavorable. Et pour l'écart sur coût unitaire, c'est-à-dire qu'en fait le coût de la matière première a été plus élevé que prévu et les quantités consommées par produit a été lui aussi plus élevé que prévu. Donc quand c'est comme ça en fait, le contrôleur de gestion il va fournir ces indicateurs là, il va expliquer si c'est favorable et défavorable. Et après, dans l'objectif d'améliorer, il va falloir identifier qu'est-ce qui justifie ces différences. Est-ce qu'on a changé de fournisseur, de matière première par exemple, et que la qualité est moins bonne? Comme la qualité est moins bonne, il y a plus de rebut, et donc c'est pour ça qu'on a un écart sur quantité qui est défavorable. Est-ce qu'il y a eu une crise où en fait il y a une inflation qu'on n'avait pas prévue qui fait que les matières premières ont augmenté, ce qui justifie un écart sur coût unitaire défavorable? Il y a eu une évolution du droit social qui fait que le coût de la main-d'œuvre a augmenté, par exemple. Par contre, j'ai réussi à embaucher ou à mieux former ma main-d'œuvre, et donc ma main-d'œuvre a été plus productive. Voilà, donc en fait, c'est pas les bons points et les mauvais points, c'est juste vraiment d'essayer d'analyser, de regarder concrètement dans l'entreprise, voir un petit peu d'où viennent ces différences, pour pouvoir toujours penser à une amélioration de la performance et à une amélioration de la performance future.
Voilà, ce que je vous propose en petit bonus, si vous avez eu le courage de rester jusque-là, c'est de vous proposer un schéma synthétique de toutes ces décompositions des écarts. Donc, dans un premier temps, à savoir toujours, un coût, c'est 3 composants. C'est un coût unitaire de facteurs, il faut une quantité de facteurs par produit, il faut un nombre de produits. Si vous avez bien ça en tête et que vous savez qu'un écart total sur coût, c'est bien coût réel moins coût budgété, tout le reste, c'est une suite logique. Donc, mon écart total sur coût, coût réel moins coût budgété. Premier élément de décomposition, on va le décomposer en deux, un écart économique et un écart sur volume d'activité. Pour cela, je vais mettre de côté le nombre de produits fabriqués et donc je vais calculer le coût budgété adapté à la production réelle. Donc l'écart économique, c'est le coût réel moins ce coût budgété adapté à la production réelle. Et de l'autre côté, l'écart sur volume d'activité, c'est le coût budgété adapté à la production réelle moins le coût budgété. Donc ici, en fait, il s'agit de montrer et de séparer les différences de nombre de produits fabriqués. Cet écart économique, ensuite, je vais le redécomposer. Donc, deuxième niveau de décomposition. En deux sous-écarts, l'écart sur coût unitaire plus l'écart sur quantité. L'écart sur coût unitaire, on repart du coût réel et on soustrait cette fois-ci le coût budgété de la consommation réelle. Et pour l'écart sur quantité, je repars de ce coût budgété de la consommation réelle et budgété adapté à la production réelle. Donc si vous regardez, on retrouve ici les éléments qui permettent de justifier le découpage en sous-écarts. Ainsi s'achève cette vidéo où j'espère que vous m'avez trouvé clair. J'ai fait tout mon possible. Parfois c'est pas clair dans ma tête, entre ce que je vous dis, ce que je vous montre, ça marche pas toujours très bien. Moi j'espère que là avec les exercices c'est beaucoup plus clair pour vous. N'apprenez pas tout par cœur, essayez de garder une logique, c'est plus facile à souvenir. Et puis si vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. J'espère vous retrouver très vite. À bientôt.